Du coup, bonjour à tous. C'est un honneur d'inaugurer les présentations du micro. Je suis business analyst chez MobiApps. Ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le domaine des tests avec un passé de développeur Java d'arriver dans le côté obscur des tests. Du coup, je vais vous présenter aujourd'hui comment automatiser des tests fonctionnels avec l'outil RoboFramework. Du coup, je commencerai par une démonstration de l'outil. Après, on va aller dans le code pour voir comment ça fonctionne, le concept et la structure. Ensuite, on va faire une démonstration de la version mobile. Et ensuite, je vous proposerai un retour d'expérience sur un précédent projet, sur justement la mise en place de RoboFramework sur une appli qui avait 15 ans. Et voilà, donc un an après la mise en place. Donc, je vais montrer le code après comment ça. Du coup, hop, on va commencer par un test de bout en bout. Voilà. Donc là, on arrive sur un site MobiApps. Donc, il est en train de saisir les identifiants, le login. Il a appuyé sur check. Il appuie sur le bouton. Là, on arrive sur la page de choix de héros. Il est en train de regarder en haut les listes déroulantes. Il y a des petits bugs d'affichage. Il appuie sur un des héros. Il clique sur choisir. Il suggère un nouveau héros en saisissant des champs. Il appuie sur soumettre et il y avait une petite pop-up en bas une petite bannière qui dit que voilà, le héros a été suggéré. Voilà, donc vous avez assisté à un test de bout en bout qui a été automatisé. Voilà, félicitations. Et puis voilà, donc comment est-ce que ça fonctionne dans le code? Donc qu'est-ce que c'est que RoboFramework? Donc c'est un projet open source qui a été créé en 2008 par un ingénieur chez Nokia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Nokia. Voilà, du coup, c'est open source, ça a été développé en Python et c'est hébergé sous Apache. Donc l'esprit communautaire a vraiment fait son taf depuis 2008. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de développeurs qui se sont mis à faire des librairies justement autour de RoboFramework. Donc on a par exemple Database Library pour pouvoir communiquer avec les bases de données. Donc notamment par exemple pour créer des jeux de données pour créer des jeux de données. On a Excel Robot pour traiter des fichiers Excel, en créer, etc. On a Operating System pour tout ce qui est navigation. On a Appium Library pour la version mobile. Et voilà, donc tout ça permet d'avoir un outil d'automatisation, un moteur qui est solide, même si on va voir qu'il y a il y a quand même quelques failles. Voilà, donc comment ça fonctionne un test? Donc on a la syntaxe en keyword driven, c'est-à-dire que c'est un langage qui est haut niveau ça permet en fait d'avoir aussi bien des testeurs non techniques qui puissent prendre en main l'outil rapidement. Théoriquement, on a besoin que d'un seul fichier en .robot pour faire un fichier de test. Donc comment ça fonctionne? On a le nom du test, on peut mettre de la documentation, des tags sur chaque test, des espaces. L'indentation, c'est très important, c'est développé en Python qui garde justement cette indentation-là. On a l'instruction des scénarios de test au fur et à mesure. Et puis, donc, comment fonctionne chaque requête, chaque instruction. On a la fonction qui est à gauche. Donc, on a Connect to MobiApps, on a InQText et on a les arguments sur la droite. Donc, par exemple, InQText, c'est une fonction pré-intégrée à RoboFramework. Et il prend deux arguments. On a l'ID username. Ça, c'est un attribut justement pour cibler les attributs HTML. Donc là, c'est un ID. Et on a une variable qui est à côté. Voilà, donc l'indentation très importante. La syntaxe, on peut avoir aussi bien des scalaires, on peut avoir des listes, on peut avoir des dictionnaires. Par exemple, lorsqu'on va vouloir tester des listes déroulantes, on va vouloir les variabiliser dans des listes. On a des dictionnaires, par exemple, notamment pour la version mobile, si on veut des clés XY pour les coordonnées. Et les locators, on a donc là on a eu un ID, mais on a aussi des names, on a les XPath très 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 utilisés en automatisation, etc.
Si on veut voir le code un peu plus large, donc quand on commence à avoir des tests qui sont de plus en plus élaborés, on va avoir une structure qu'on va vouloir mettre en place. Donc, on a les settings, c'est-à-dire tout ce qui est toutes les instructions qu'on va vouloir faire avant les tests, après les tests, les imports, etc. On a les différentes variables et on a les suites de tests à côté. On va privilégier ensuite, lorsqu'on va avoir plusieurs fonctions qui sont réutilisées d'un test à l'autre, par exemple connect to Mobi Apps ou scroll to element, on va les stocker dans des fichiers de ressources, donc en point ressources. Par exemple, connect to Mobi Apps, c'est une fonction que j'ai créée. Scroll to element, c'est une fonction que j'ai créée aussi. On peut voir qu'il y a un execute JavaScript en bas. Je ne sais pas si on le voit, mais en gros, lorsqu'on voit des limitations dans l'outil de RoboFramework, l'outil nous permet d'exécuter du JavaScript ou des scripts Python pour pouvoir faire de la navigation, pour faire un peu ce qu'on veut. Par exemple, ici, j'avais créé un script Python pour pouvoir lancer Chrome sur un second écran juste avant. Ça n'a pas marché malheureusement, mais voilà, on peut le faire. Hop là. L'efficacité de l'automatisation, donc tout ce qu'on va pouvoir vérifier avec RoboFramework, c'est à peu près tout ce qu'on voit sur une page. Donc on a la police, le type, la couleur des backgrounds, les valeurs numériques, l'URL, les wordings. Étant donné qu'on peut communiquer avec la base de données, on va pouvoir vérifier que la restitution en IHM soit cohérente avec ce qu'on veut afficher à partir de la base de données. Au niveau des logs, voilà, donc bon, je vais pas aller rentrer trop dans le détail dans les logs. Là, on a un test passant. Là-bas, on a un test non passant. Voilà, on a toutes les instructions qui sont restituées. Et par exemple, le test non passant, il montre que le bouton avec le locators ID logi n'a pas été trouvé. Voilà, c'est normal, il n'existe pas. Donc, en bilan de cette première partie, donc la structure du code. Donc, on a besoin théoriquement que de deux fichiers. On a les fichiers de test en point robot, on a les fichiers de ressources en point ressources, et on peut on peut aussi exécuter des fichiers custom en Python. On a un vaste choix de librairies, comme on a vu, et on a la possibilité d'avoir une architecture qui soit pérenne. Justement, si par exemple, là, ensuite, on regroupe tous les tests par feature, si on veut faire les tests de TNR, les tests pour les patchs, voilà, c'est possible. Donc maintenant, la démonstration en version mobile. Hop, donc là, je vais lancer... Hop, je vais lancer le simulateur. Et puis là, je vais avoir besoin d'un autre outil qui s'appelle Appium, qui va permettre de communiquer avec justement le device. Hop, il est là. L'autre, il est là. Hop. Donc là, le serveur est en train de se lancer et je vais lancer la version mobile. Hop. Ah, il n'est pas marché la dernière fois. Donc là, on va faire le même test de bout en bout avec la version APK du site qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il est en train de lancer l'application. Et il saisit, donc il va ouvrir le keyboard, il va saisir, il va le refermer. Donc à chaque fois, j'ai mis des pauses pour qu'on puisse voir. Normalement, il va plus vite que ça, mais là, c'est juste pour la démo. Donc là, il clique sur les terms, il voit, voilà, il vérifie comme tout à l'heure les listes déroulantes. Il clique, il choisit. Là, il scroll et il va saisir les champs. Là, il va saisir les champs. Bon, il est timide. C'est pas grave. Bon, il a pas saisi les champs, mais on peut le faire. Voilà, donc au niveau des outils intégrés, donc il y a des spécificités entre web et mobile. Donc on a toujours les scripts RoboFramework auxquels on va ajouter un APK. On a les serveurs Appium
qui vont permettre de communiquer avec les devices. Et voilà, donc l'APK, l'interface Appium, la librairie Appium Library. Donc au niveau des spécificités, au niveau du code, donc on en a plusieurs, je vous ai mis des exemples à chaque fois, c'est censé être la même action. Donc par exemple en version web, on a le input text. En mobile, on a vu qu'il va falloir cliquer sur le texte, il faut attendre que l'animation se fasse, saisir le texte, cacher le keyboard, attendre que l'animation se fasse avant de passer à la prochaine instruction. Lorsqu'on clique sur un élément, ça c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. On a en web, on a bien l'ID qui est généré à partir du DOM. Et sur mobile, en fait, on a selon le code qui est utilisé, ça va changer le code source. Donc le code source à chaque fois, selon qu'on utilise de l'Android, de l'iOS, on va devoir vérifier à chaque fois que le code source correspond bien correspond bien à ce qu'on est en train de développer. Et enfin, le scroll en version mobile, il faut, étant donné qu'on récupère pas tout le code source de la page, uniquement de l'écran qui est affiché, en fait, il faut scroller, vérifier qu'on a l'action. Si on n'y arrive pas, on continue de scroller. Du coup, j'avais fait une boucle là pour pouvoir le faire. Voilà, c'est des petites choses à prendre en compte. Je vais maintenant passer à un petit retour d'expérience. Donc, c'était sur un précédent projet, c'était une appli donc qui était en activité depuis près de 15 ans. Donc, beaucoup de contenu, beaucoup de règles métiers, de dépendance, etc. Et surtout, on a des tests de non-régression, des phases de TNR. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des phases de TNR. Hein. Oui. Du coup, ça durait un sprint entier, un sprint de 3 semaines, où on va avoir les 6 développeurs qui vont faire qui vont faire les tests manuels. Et nous, c'était à raison de 3 à 4 fois par an. Donc, on avait 6 développeurs pendant 3 semaines qui étaient dédiés à ça. Donc, avec des tâches redondantes, des rigueurs qui étaient variables dans l'exécution des tests selon les développeurs. Et surtout, on avait des équipiers agiles et techniques et fonctionnels sans expérience dans l'automatisation. Voilà, donc je vais résumer en gros les jalons clés. En gros, jusqu'à pendant les 5 mois, j'avais fait une étude de faisabilité. Je m'étais formé sur l'outil. Les premiers développements, j'avais développé 6 TNR automatisés avec avantages, inconvénients, etc. Au bout du 5e mois, on le propose au client et avec le chef de projet, on a montré le retour sur investissement qui était possible et du coup ça a été embarqué. Voilà, je vais vous présenter les résultats 1 an plus tard. Donc 1 an après la mise en place de l'automatisation, on a couvert 70% du couverture des TNR et ce qui nous a donné un gain de temps énorme. Donc on passe de 3 semaines avec 6 développeurs à 3-4 jours à 2 développeurs. Et surtout, ça nous a permis d'avoir un outil qui est utilisé plus largement que dans les TNR. C'est-à-dire que on avait eu des années où on a fait des migrations techniques. Donc on a dû faire une mise à niveau en cybersécurité, on a dû faire une montée de version du code, une montée de version des serveurs Oracle, tous les patchs correctifs qui étaient induits. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de code très structurant et c'était très pratique d'avoir un robot qui puisse voir de vérifier la non-régression à chaque fois. Et donc on l'a donné comme ça au client. Au niveau des difficultés rencontrées, donc il y a beaucoup de tests diversifiés. C'est-à-dire que faut bien prendre en compte, il faut faire vraiment une stratégie de test lorsqu'on va embarquer des sujets automatisés. Des tests automatisés parce que il y a une fois où on va faire uniquement que de l'Excel, il y a une autre fois où ça va être très fonctionnel, une autre fois ça va être beaucoup de navigation. Du coup, à chaque fois, on avait l'impression de repartir à zéro, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est les TNR. Généralement, ça prend 6 à 7 fois le temps de passer le temps de développer un test automatisé, ça prend à peu près 6 fois à 7 fois le temps de le faire en manuel. Et surtout, la principale difficulté, c'est le système de débogage de robots pré-morts qui est, je voulais pas montrer, qui est immonde.
C'est-à-dire que en fait, il y a d'autres moteurs d'automatisation qui sont pas du keyword driven, qui sont plus en Java, en JavaScript. Il y en a en no code aussi, mais voilà, qui permettent des débugages qui sont plus précis. Là, Robo Framework, c'est pas très précis en vrai. Donc, ça nécessite d'avoir une grande rigueur dans les développements, justement lorsqu'on va avoir des équipes et des personnes, enfin plusieurs développeurs, plusieurs testeurs qui vont faire les tests. Voilà, on avait peu de temps dans les processus de développement habituels, c'est-à-dire que on mettait pas autant de temps pour faire du développement évolutif ou correctif dans le code, en PHP ou en Java, que lorsqu'on en faisait en Robo Framework. On se le gâche pas. Voilà, et nombreux chaos de tests instables d'un ordinateur à l'autre, c'est-à-dire que des fois, sur son ordinateur, on le teste et ça fonctionne très bien. On a des spécificités des profils selon le degré de difficulté, de complexité au niveau fonctionnel du projet. On a des lenteurs occasionnelles, donc en fait, il faut vraiment, lorsqu'on développe des outils automatisés, il faut prévoir justement le fait que la connexion puisse être lente d'un ordinateur à un autre ou en termes de temps. Donc le fameux bilan avantage-inconvénient, donc on a une compatibilité mobile qui n'est pas qui est encore assez rare dans le domaine des moteurs d'automatisation. On a le langage en keyword driven qui permet de prendre en main l'outil rapidement. On a un mode headless, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'ouvrir un navigateur. On peut très bien en fait on le fait sans navigateur, justement pour faire des multiples tests en continuant à travailler. L'efficacité de la communauté depuis 2008, grande variété des librairies disponibles, connexion avec la base de données, qui sont vraiment des avantages et des choses qu'on aime beaucoup faire lorsqu'on veut créer des jeux de données. Et dans les inconvénients, donc comme je l'ai dit, la maintenabilité qui est délicate, les débogages qui sont complexes, et lorsqu'on a des projets mobiles et web, il y a 2 codes à réaliser. Voilà, merci de votre attention. Je peux vous montrer un peu comment, parce que j'ai une slide qui est sautée sur comment on architecture. Voilà ce que j'ai fait par exemple là. J'ai une partie mobile test où j'ai l'APK. Là, j'ai les keywords, c'est-à-dire que là, j'ai toutes les fonctions qui sont nécessaires au test, et j'ai le cas de test ici. De la même manière, ici, j'ai le test case en version mobile. Donc, on a tout ça. Donc ça, c'est tout le code. J'ai plusieurs tests. Voilà, lorsqu'on renseigne un mauvais identifiant, lorsqu'on décoche, lorsqu'on a un mauvais identifiant parce qu'on oublie de cocher la petite croix. Voilà. Et ici, on a la map ressources qui va récupérer toutes les ressources nécessaires. On a les variables qui sont ici, et on a les keywords, pareil, pour récupérer toutes les fonctions. Voilà. Je sais pas si tu as des questions. Bonjour, merci pour le talk. Je voulais savoir un peu sur quoi se basaient quand on sur mobile, sur quoi se basent les attributs. Les références, c'est sur de l'accessibilité, c'est sur quoi? C'est sur les attributs web. Donc, en fait, ce que je fais en mobile, c'est que je récupère le code source de la page. Donc, le code source, je vais mettre un exemple, mais c'est une bonne question parce que oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, par exemple, là, j'ai le code source d'une des pages, et en fait, je comprenais pas au début sur quoi il se basait, parce que j'ai une expérience surtout au niveau web, du coup les ID, etc. Mais en fait, là le code qui est utilisé pour développer la version mobile, en gros, il change tous les attributs web. Donc là, par exemple, pour un simple ID,
il faut aller récupérer le ressource ID, par exemple là, l'âge label. Si ça fonctionne pas, parce que parfois le ressource ID n'y est pas, on va récupérer le android.android.view, etc. Donc, il se base sur les attributs Android spécifiques iOS ou Android. Et par exemple, concrètement, lorsque je suis là-dessus, voilà, par exemple, là, je clique Element, je clique sur Android widget.spinner, ressource ID, language. Voilà. Donc, ça nécessite de regarder le code source avant, voilà. Et parfois, la difficulté, c'est que lorsqu'on scrolle, en fait, l'écran ne correspond même plus à ce code source-là, parce qu'en fait, il y a une animation qui s'est mise et que du coup, le code source, ça va être autre chose. Ok, merci. Et juste une dernière, il y a une phase de syntaxe, c'est compilé un peu. De syntaxe, c'est-à-dire pour utiliser le Robot Framework. Ouais. Non, vraiment, je peux vous montrer. Alors, par exemple, en fait, il y a la, comment dire, la syntaxe, comme j'avais montré tout à l'heure, c'est assez rapide à mettre en place. C'est vraiment fait aussi pour des testeurs non techniques de pouvoir créer des tests fonctionnels. Donc, par exemple, là, par exemple ici, on voit que j'ai utilisé, alors Connect to Web App, c'est une fonction. Open browser, maximize browser window, wait until. Ça, c'est des fonctions qui sont préintégrées. Et une fois qu'on les a utilisées une fois, après, on comprend la logique. Open browser, bah en fait, tu ouvres un navigateur, tu mets ta variable. Après, ta fonction, t'as même plus à t'en soucier parce que parce qu'après, tu la réutilises, tu saisis un texte. Là, j'ai mis des pauses à chaque fois pour la démo, mais voilà, c'est vraiment rapide à mettre en place. Après, c'est lorsque tu vas vouloir, par exemple, vérifier qu'il y a bien toute la liste qui est restituée en IHM du liste déroulante lorsque tu cliques. Là, tu peux faire une boucle. Par exemple, ouais, là, tu attends que cet élément soit visible. Tu scrolles. Ça, c'était pour les images. C'est-à-dire que il voit les images, il scrolle jusqu'à l'image, il vérifie qu'il est là, etc. Par exemple, là, pour vérifier la liste déroulante, j'avais cliqué sur la liste déroulante. Tu fais une petite pause. Et ensuite, tu attends que la page, elle remarque justement la liste que tu as mise ici. Ok, merci beaucoup. C'était juste pour savoir s'il y avait une phase de vérification de la syntaxe, un linter qui passait et qui disait ah là t'as mal écrit ce mot-là, ou des choses comme ça quand même. Je pense qu'il doit y avoir des plugins comme ça, j'en ai vu. Ok. Moi j'en utilise pas, mais je pense que tu dois en avoir. Ouais. Ça marche, merci. Merci pour le talk, pour commencer. Est-ce que tu sais s'il y a la possibilité de lancer sur plusieurs devices en même temps par exemple, tu te fais une ferme de téléphone avec 10 téléphones et tu lancerais... J'ai jamais essayé. Je sais pas, je sais pas si le serveur, en fait, je sais pas si le serveur Appium en mobile permet de faire sur plusieurs devices. Je saurais pas dire. Déjà, je saurais pas dire. Ok. Et autre question, on voyait là, du coup, il fallait faire du spécifique pour le mobile. Ça tourne aussi sur iOS? Oui. Ouais, ok. Est-ce que ça serait pas imaginable de faire une fonction custo qui te dirait, qui détecterait que là, tu es sur Android et que tu peux cibler de telle manière? Oui. Je pense que tu peux. J'ai pas trop d'expérience en mobile encore, mais je pense que tu peux. J'ai vu un peu. Je pense que tu peux cibler, une fois que tu connais très bien le code source, que tu connais très bien ton projet, je pense que tu peux variabiliser tout ce que tu veux, et puis ensuite, en fait, tu peux vérifier ton contexte, tu peux vérifier ton navigateur, tu peux vérifier le code, si tu peux vérifier si tu es sur de l'iOS, la version de ton téléphone, etc. Donc tu peux
après enchaîner sur tel ou tel parcours selon justement ces attributs-là. Ok, merci. Je peux montrer d'ailleurs, si c'est une question, au framework. Par exemple, comment sont faites les librairies. Donc voilà, là par exemple, c'est la librairie Appium. Et là, on a toutes les fonctions qui sont importées lorsqu'on importe la librairie. Donc là, par exemple, on get text pour récupérer le texte selon le locator qu'on donne. Voilà, on peut get capability, context, size, etc. Donc on peut le code source. Voilà, on peut récupérer vraiment beaucoup de choses. Bonjour. Du coup, moi comme question, j'avais plutôt sur le retour d'expérience. Est-ce que pour une personne, tu nous as dit que c'était assez verbeux pour quelqu'un qui écrit pas du code, pour faire du code de test fonctionnel. Ouais. Est-ce que tu as eu des retours sur des gens qui l'ont utilisé, qui faisaient pas du tout de code? Est-ce que tu as eu le cas d'usage en fait? À de personnes qui faisaient pas du tout de code, nous dans l'équipe non, on était tous développeurs. Après on avait des responsables fonctionnels dans le projet qui eux l'utilisaient, et il y a un peu plus de travail au début, mais en vrai en une semaine on commençait déjà à pouvoir faire des tests automatisés. En fait tu regardes si ton code justement il est bien fait avant, tu t'inspires énormément de ce qui a déjà été fait. Donc, Et s'il est mal fait avant, du coup et ben c'est mal fait. Non, vraiment, c'est vrai qu'il faut une rigueur parce que on sous-estime beaucoup justement la structure du code. On veut faire ces tests automatisés rapidement, et en fait, ça nécessite vraiment de bien architecturer le code parce que en fait, il y a eu cette période où dès qu'on passait un test, en fait, ça faisait fail à cause pas à cause du test en lui-même, mais à cause du développement. Ok, et encore sur le retour d'expérience, Ouais. Est-ce que du coup ça t'a permis d'avoir une approche un peu plus craft du code, notamment TDD ou PDD avec ce genre de framework? Ouais, on a remarqué que c'était très important de bien attribuer comment dire, je sais plus le terme, hein, mais en gros, à chaque fois donner des ID, donner des names à chaque fois parce que de toute façon, en accessibilité, c'est important. Et puis même pour architecturer un code, on s'est dit bah en fait oui, il faut avoir une rigueur aussi dans le code, dans le vrai code, on va dire du projet. Aussi. Donc ça, tout à fait. Ouais, voilà, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au TDD, c'est difficile de faire le test automatique avant de faire le code, parce que l'approche TDD, du coup, c'est de faire le test avant de valider. Là, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas les ID, etc. Comment est-ce que vous avez pu implémenter ça Alors, ça nécessite de travailler vraiment avec les développeurs, en effet. C'est-à-dire que on n'avait pas d'automaticien, mais c'est vrai que quand il y a des projets où il y a des vrais automaticiens, ils vont travailler avec les développeurs, ils vont dire bah ce champ-là, en fait, il lui faut un ID, il lui faut ça, voilà. Mais ça nécessite le travail en amont, c'est le mieux. Mais ensuite, si tu fais des tests automatisés après ton projet, il faut vraiment que ton projet il bouge plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, le temps de développement d'un test automatisé, ça prend 6 à 7 fois son temps de test manuel. Donc, si par exemple, tu as un test manuel qui dure 31 heures, ça va te prendre la journée, voire plus, de faire le test automatisé. Donc, ça nécessite que ton code il soit vraiment stable. Ok, et dernière question. Du coup, si ça prend 6 fois plus de temps, tu disais que tu l'avais utilisé pour une application avec 15 ans. Oui. Et combien de temps ça prenait pour refaire tous vos tests? Des fois, en 3 semaines, on a passé. En fait, c'est vrai qu'il y avait des TNR où il y avait 80 étapes, qui est pas bien. Mais ça, on a mis. Il y en a parfois, on mettait 1 semaine et demie à faire un test automatisé. Lorsqu'on demandait à un autre de le créer, en fait, de le lancer, ça fonctionnait pas. Donc en fait, il faut connaître aussi vraiment le fonctionnel, et ouais, c'est délicat. Ok, merci beaucoup.
Côté mobile, il y a Maestro qui est de plus en plus utilisé. Je sais pas si tu connais Maestro. Si je connais, j'ai jamais utilisé. Ok, parce que j'allais te demander ce que tu en pensais par rapport à... Ouais, non, malheureusement, non, j'ai pas utilisé encore. Ok. Alors j'ai une deuxième question, plutôt fonctionnelle. Au niveau des scénarios de test, comment tu fais pour séparer les cas droits des cas limites d'utilisation d'une fonctionnalité? Bah ça, tu peux les cas droits, donc c'est les cas passants, c'est Les cas basiques. ouais, d'accord. Bah en fait, tu peux les regrouper. Alors là, c'est vraiment, j'étais sur un projet démo, mais généralement, ce qui est bien, c'est de faire par feature, par fonctionnalité. Par exemple, là, j'ai fait le test parcours complet. Les cas aux limites, ça va être là pour l'instant que j'ai identifié, ça va être lorsqu'on remplit un mauvais identifiant sur le login, ça va être donc c'est l'identifiant chaos. Ça, c'est des tests qui en fait ils vont pas fail ici parce qu'ils sont censés quand même passer, mais c'est le test en lui-même qui est censé remonter une erreur. Par exemple là, wait until element context, identifiant au mot de passe incorrect. Voilà, en fait, on les regroupe par moi en tout cas, ce que je fais, c'est je regroupe tous les tests par feature, que ce soit des cas passants ou des cas limites. Là, c'est choix perso impossible. Voilà, c'est généralement on essaie de faire quelque chose de logique. Ça revient comme tout à l'heure sur la maintenabilité du code. Salut, merci déjà pour le talk. J'ai une question qui est un peu technique aussi, comme au début sur l'accessibilité. Que là, ce qu'on a vu, c'était pas mal en XML et il y a Compose qui arrive quand même de plus en plus chez nous et que tu as eu l'occasion de tester ça, savoir comment récupérer les données sur l'écran, parce que du coup, on est complètement... Compose, non, pas encore, non. Ok, bah merde. En effet, c'est vrai que le mobile, c'est... la Robot Framework, c'est depuis 2008. On va dire que le mobile, ça a été... Je crois que Appium Library, c'était 2018, 2016, quelque chose comme ça. C'est intégré à Robot Framework. C'est relativement récent. On est encore dans les balbutiements du mobile. Ok, merci. Pas d'autres questions? On va pas s'arrêter là alors. Merci Guillaume.